Tendance première, Véronique Tiberghien. L'alimentation saine en entreprise. Alors, en entreprise de manière très large aussi, évidemment, en période de travail. Vous pouvez réagir au 02 737 26 06, comme l'a fait Alain, par exemple, qui nous a envoyé un SMS au 60 31 75 centimes le message. Alain est chauffeur de taxi et il dit que pour lui, c'est un casse-tête tous les jours de bien manger à midi. Avant, nous dit-il, il prenait le temps de rentrer chez lui une petite demi-heure. Aujourd'hui, financièrement et dans l'organisation de travail, il ne peut plus. Il se contente donc généralement d'un sandwich, mangé vite fait avec les collègues à un parking, et il se donne bonne conscience, nous dit-il, en changeant de pain et en variant de pain. Alain, courage, on est avec vous. On a également Agnès qui nous a envoyé un message pour nous dire que elle, à midi, c'est essentiellement manger léger, genre salade et autres, et réserver un repas plus chaud le soir avec les beaux jours qui reviennent. Elle va d'ailleurs généraliser plutôt la salade, y compris en fin de journée. Mais un repas léger, pour elle, c'est important. Un repas trop lourd l'empêche de travailler. Alors, on va justement aborder ces questions de l'alimentation saine pendant les périodes de travail avec notre invitée Myriam Camou. Bonjour. Bonjour Véronique. Coach en nutrition, vous proposez des initiations à l'alimentation saine en entreprise avec Green Coach Nutrition. Vous pouvez vous retrouver également sur le site greencoachnutrition.com d'ailleurs. On va parler alimentation saine avec vous. Vous, c'est votre dada depuis plusieurs années, hein? Oui, évidemment, ça fait bien une grosse quinzaine d'années que je suis moi-même ultra sensibilisée à l'alimentation saine et j'ai voulu en faire profiter un maximum de personnes, d'où mon métier aujourd'hui, que ce soit des particuliers ou évidemment des personnes qui à la base n'étaient pas forcément demandeuses, mais qui au final sont assez satisfaites de recevoir une initiation à l'alimentation saine en entreprise. Alors on rentre de période de vacances, moi je vois bien, je fais quand même énormément d'efforts quand je suis en vacances, très peu quand je suis au travail, et j'ai une alimentation très différente finalement en période de vacances qu'en période de travail. Est-ce que c'est général ça? Mais écoutez, c'est évident que on est dans un monde où on vit à 100 à l'heure, on consacre de moins en moins de temps à la préparation de nos repas, et ça c'est vraiment un souci parce qu'on fait de l'alimentation la dernière de nos priorités. Or l'alimentation c'est vraiment ce qui constitue chacune de nos cellules et qui fait qu'on va se sentir bien physiquement mais aussi psychiquement. Et donc, l'objectif est vraiment de remettre l'alimentation au cœur de nos préoccupations et d'y consacrer un peu plus de temps, ce qui ne veut pas dire forcément qu'on va y consacrer des heures et des heures, mais avec des ustensiles simples et une bonne organisation, on peut tout à fait s'en sortir et manger sainement et fait maison toute la semaine. C'est ce que j'aimerais essayer de vous expliquer aujourd'hui. On va essayer de se lancer dans l'aventure de manière générale et dans la pratique, puisque vous rencontrez pas mal de personnes. Est-ce que les gens savent bien et comprennent bien déjà un système alimentaire adéquat dans une journée? Ou est-ce qu'on ne maîtrise pas du tout cette donnée finalement? Non, mais je réalise que les personnes que je rencontre, que je côtoie, ont vraiment ne savent plus faire le tri en fait entre les informations qu'elles reçoivent, puisqu'on lit tout et son contraire sur Internet, qu'il y a d'une part la publicité venant de l'industrie agroalimentaire, qui est évidemment clairement qui vend ses produits, et puis et donc l'idée c'est vraiment d'essayer de faire tomber certaines idées préconçues qu'on a sur l'alimentation, notamment sur l'idée de manger chaud, manger froid. Finalement, est-ce qu'un repas qui est chaud, qui est froid, va vraiment influencer la qualité de l'aliment? Absolument pas. Et donc, on a aussi beaucoup d'idées préconçues, sur les produits laitiers, sur le pain. Beaucoup de personnes croient encore aujourd'hui que le pain est un glucide, ce sont des glucides lents. Or, il a vraiment été prouvé que le blé moderne, en tout cas, qui est à la source de la plupart des pains qu'on trouve aujourd'hui, va être digéré très rapidement et va faire monter la glycémie très rapidement et donc n'est pas un aliment qui va nous rassasier. Ah mince, ceux qui font le choix entre le cornflakes et le pain en se disant je vais prendre le pain parce que c'est meilleur et que ça va me permettre d'avoir de l'énergie plus longtemps, non, en fait non. Alors il y a pain et pain évidemment. Il y a le pain de base de farine de blé blanche, industrielle, et puis il y a d'autres pains beaucoup plus qualitatifs avec des farines qui vont apporter beaucoup plus de satiété, comme la farine de seigle par exemple, et en plus si ce pain est levé grâce à du levain naturel, on va tout à fait avoir une autre sensation
au niveau de la satiété, de l'énergie et de la bonne santé en général. Alors, je parlais du pain et des cornflakes parce que, évidemment, le premier repas d'une journée de travail, c'est le petit déjeuner. Oui. Et là, déjà, même si on est à la maison et que parfois on est plus cool, enfin, encore que, j'en connais beaucoup qui déjeunent sur le lieu de travail en prenant une couque au chocolat ou un petit croissant, c'est quand même celui qui va initier le mouvement de vitalité du matin. Tout à fait. De son petit déjeuner, qu'il soit pris au réveil ou 2 heures après le réveil, tout dépend du moment où on a faim. Si on n'a pas faim au réveil, il ne faut pas manger. Il faut emporter son petit déjeuner avec soi pour le consommer 1 ou 2 heures après. Du petit déjeuner va vraiment dépendre la réussite alimentaire et énergique de toute sa journée. Ouais. C'est-à-dire que l'idéal est vraiment de faire un petit déjeuner plutôt protéiné, avec des bonnes graisses, qui va apporter satiété, énergie durable, parce que dans les protéines, et notamment les protéines animales, on a un acide aminé, donc un constituant de la chaîne protéique, qui s'appelle la tyrosine et qui est précurseur de la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation, de l'énergie, qui va vraiment nous donner de l'entrain et vraiment ce coup de boost pour démarrer la journée. En plus, ce type de petit déjeuner est à faible index glycémique, ce qui veut dire qu'il va élever très peu la glycémie. Et ce petit déjeuner va être utilisé progressivement au cours de la journée pour nous fournir de l'énergie. Et avec un petit déjeuner de ce type-là, on n'aura pas de fringale à 10 heures et on va vraiment tenir jusqu'au lunch. Alors, ça peut être quoi, par exemple? Alors, bon, mon must, personnellement, du petit déjeuner protéiné, ça va être des œufs brouillés ou autres, avec par exemple un demi-avocat, une tranche de pain de seigle. Je peux aussi l'agrémenter de quelques crudités, carottes, tomates, etc. Alors, pour beaucoup de personnes, ça va paraître dingue, mais il faut savoir que le petit déjeuner ultra sucré, composé de viennoiseries, de céréales industrielles, ça c'est vraiment la pire chose, c'est vraiment une invention purement occidentale, et que dans d'autres continents, comme en Asie, en Amérique latine, le matin, on mange la même chose que ce qu'on mange à midi, la même chose que ce qu'on mange le soir, à savoir un repas, notamment avec du poisson, par exemple. Donc voilà, le petit déjeuner protéiné, c'est le must. On oublie le petit déjeuner, celui que j'appelle le petit déjeuner ricoré, parce que c'est la pub des années 80. Oui. Ce sont les années 80 qui nous ont imposé le petit déjeuner sucré, avec les tartines, les croissants, la confiture, des choses comme ça. C'était pas le cas, même en France, dans les campagnes ou en Belgique, chez nous, c'était souvent du salé, c'était une tartine avec du fromage ou des choses comme ça. Et puis ça s'est imposé petit à petit comme étant la chose la plus saine au monde, et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est effectivement pas le cas. Les Anglais consomment des œufs beaucoup le matin. Ou alors eux, ils mettent du bacon et puis des saucisses et des choses comme ça. Peut-être pas là. Évidemment, il faut essayer de modérer son apport en graisse. C'est clair que les graisses qui viennent des saucisses, du bacon, sont des graisses saturées qui vont moins facilement être utilisées par le corps, voire pas du tout comme source d'énergie, qui vont plutôt avoir tendance à se stocker. Mais clairement, les Anglais sont ceux qui ont les meilleures pratiques sous nos latitudes. Mais pour en revenir au petit déjeuner de nos grands-parents, clairement, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mangeaient beaucoup mieux que nous, évidemment, puisqu'ils consommaient des aliments vrais, bruts, que la nature avait prévu pour nous. Ils les consommaient dans leur habit le plus naturel, non raffiné. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. L'industrie agroalimentaire n'était pas encore passée par là. Les céréales ultra transformées, rondes, rouges, mauves et vertes, n'existaient pas, heureusement pour eux. Et donc, clairement, nos besoins physiologiques n'ont pas changé, mais nos apports alimentaires ont changé, et c'est là que le bas blesse. Bon, moi, j'ai quand même besoin de mon petit sucré le matin. Alors, qu'est-ce que je pourrais consommer qui soit plutôt sucré et bon quand même le matin, qui me donne de l'énergie suffisante? Alors clairement, il est possible de consommer un petit déjeuner protéiné avec un goût sucré. C'est-à-dire qu'on va consommer... je vous donne quelques exemples d'aliments qui contiennent des protéines végétales et qui ont un goût sucré, mais qui sont riches en protéines, en bonnes graisses et qui ont un index glycémique assez bas. À savoir les flocons d'avoine, la purée de cacahuètes, le soja, yaourt de soja par exemple, le chocolat noir, minimum 70%. Voilà. Et puis évidemment, on peut agrémenter ça de fruits, etc. Et puis de tous les oléagineux, amandes, noisettes et autres, pour se concocter un petit déjeuner. Alors je peux vous donner un exemple simple. Ça va être par exemple un petit pancake maison. On va mixer ensemble des flocons d'avoine avec un lait végétal, enfin je dirais plutôt un jus d'amande, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant, de la purée de cacahuètes et une banane. On va mixer tout ça ensemble et on va faire revenir ça sur une poêle avec un peu d'huile de coco, et on aura un petit déjeuner
au goût sucré, qui va peu élever la glycémie, qui est riche en protéines, en bonnes graisses et qui va apporter une certaine satiété. Impeccable. Voilà. Là, on a justement Myriam qui réagissait, on parlait des œufs et je parlais du goût sucré. Oui. Elle précise que les œufs, par exemple, ce n'est à la base ni sucré ni salé et que l'on peut très bien faire des œufs brouillés et les agrémenter avec quelques fruits ou ce genre de choses et que c'est très bon et que ça ne... En fait, c'est vrai, on a l'habitude de consommer l'œuf plutôt salé quand il est préparé comme ça, alors c'est la base de nos pâtisseries, donc effectivement c'est plutôt neutre. Et qu'on peut effectivement le consommer avec un goût sucré. Tout à fait, on peut tout à fait se faire une omelette avec de la coco et des bananes, par exemple. Donc on bat les œufs, on met un peu de lait de coco, on la fait revenir sur la poêle, et on rajoute un peu de noix de coco râpée, quelques petites tranches de banane, c'est vraiment délicieux. Donc tout à fait. On va passer évidemment après le petit déjeuner au repas de midi. Et une des premières règles dont je me souviens, dont vous aviez parlé lorsque vous étiez venu la première fois avec Jean-Olivier Collinet, c'est on ne mange pas devant l'ordinateur. Exactement. À midi, je m'en souviens. Exactement. On ne mange pas devant l'ordinateur à midi, mais qu'est-ce qu'on mange? Tendance première. 02 737 26 06, c'est le numéro de téléphone informé pour nous joindre et nous apporter votre témoignage sur la manière de vous alimenter en période de travail. 02 737 26 06. Vous pouvez également nous envoyer un message par SMS au 60 31 75 centimes le message. Philippe de Charleroi nous dit: le petit déjeuner sucré n'est pas à bannir si on consomme naturel et fait maison. Chez nous, on emploie des confitures et du fromage blanc à 0% de graisse, cela pour respecter le minimum d'apport de mauvaise graisse. Et les confitures, on les prépare avec 30% de sucre par rapport aux confitures industrielles qui sont à 60%. Il ne faut pas systématiquement dire que c'est mauvais pour la santé. Si on l'emploie de manière raisonnée, il ne faut pas s'alarmer. Vous avez raison, Philippe, on n'a pas dit que c'était mauvais pour la santé le sucré le matin. On a donné plein d'exemples. Ce qui est mauvais, c'est le sucre qu'on nous vend dans les petits déjeuners soi-disant, le petit déjeuner soi-disant idéal, avec des céréales transformées, avec des croissants, avec... on peut se permettre de temps en temps, évidemment, mais c'est pas la base de l'alimentation. La pâte à tartiner chocolatée qu'on connaît tous, les confitures industrielles, effectivement, où il y a souvent trop de sucre. Non, effectivement. En fait, à chaque aliment existe son alternative saine. À chaque ingrédient existe son alternative saine. Oui. Donc, il existe clairement des alternatives saines aux confitures industrielles et des alternatives saines aux pâtes à tartiner industrielles. Je vais vous donner un petit exemple pour la pâte à tartiner. Donc, clairement, dans une pâte à tartiner industrielle, on a une grande proportion de sucre raffiné, de mauvaise graisse, un peu de cacao et un peu de purée de noisettes. Alors, une pâte à tartiner saine reviendrait à la faire soi-même en y mettant de la purée de noisettes qu'on achète déjà prête, de la purée d'amandes, en mettant de la poudre de cacao brut qui est vendue telle quelle, en y mettant un bon sucrant tel que le miel d'acacia ou le sucre de coco par exemple, et évidemment pour un peu rendre ça un peu plus fluide, par exemple un peu de lait d'amande ou de noisette. Et cette pâte à tartiner là a l'onctuosité, a le goût chocolat, est sucrée, a un index glycémique très bas, ça veut dire qu'elle va très peu élever notre glycémie, elle est pleine de bons nutriments, donc elle est riche en antioxydants, elle est riche en bonnes graisses que le corps utilise comme source d'énergie, elle fait plaisir, et donc effectivement à chaque aliment existe son alternative saine. L'alimentation, l'idée c'est qu'il ne faut rien bannir, c'est une super opportunité de se faire du bien, manger. Oui. Pour autant, qu'on ait des bonnes pratiques et qu'on puisse remplacer certains aliments par d'autres, certains ingrédients par d'autres. Alain, qui est donc chauffeur de taxi, qui nous avait contacté, il est un peu le symptôme de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à midi, normalement, on a un certain timing pour pouvoir déjeuner, enfin, prendre ce repas, dîner, et lui, il n'a plus le temps. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de Belges qui ne prennent plus suffisamment de temps à midi pour faire une vraie pause et vraiment prendre le temps de manger quelque chose. Lui, il doit, dit-il, se contenter de sandwich et se donne bonne conscience en changeant le pain régulièrement. Oui. Mais... Alors première chose, évidemment, ce qui importe, c'est la qualité de ce qu'on va manger et aussi la manière dont on va manger. Donc, pour parler de la manière, l'idée est vraiment de prendre au moins 30 minutes et de manger en pleine conscience. Alors, manger en pleine conscience, ça veut dire pas manger en regardant son écran de téléphone, la télévision ou en faisant autre chose. C'est vraiment ressentir le plaisir et mastiquer longuement. La digestion commence dans la bouche et donc le fait de mastiquer longuement est hyper intéressant parce que non seulement on va mieux assimiler les nutriments de son alimentation, mais en plus on va provoquer une satiété plus rapidement. Le corps a besoin de 20 minutes pour ressentir la sensation de satiété. Donc voilà, s'arrêter, prendre le temps, manger en pleine conscience. Après évidemment...
ce qui est aussi évidemment essentiel, c'est ce qu'on va manger. Et donc, ce que je conseille souvent aux personnes qui sont en déplacement, qui n'ont pas l'opportunité de s'arrêter chez soi ou dans un resto, c'est d'emporter avec eux une lunchbox. Oui. Alors évidemment, c'est un petit travail en amont. Il suffit juste de s'équiper avec une chouette lunchbox. Aujourd'hui, on en trouve plein, plutôt en métal. C'est un peu la nouvelle vague, étant donné que le plastique, on essaie de l'éviter parce que les molécules de l'aliment migrent vont migrer à cause du plastique, surtout s'il y a des graisses. Et donc, on prend une lunchbox en métal et on se prépare le week-end en préparant à l'avance différentes bases. Par exemple, du riz, du quinoa, de la pomme de terre. On prépare aussi des légumes crus, cuits. On peut préparer à l'avance du poulet, etc. Et le matin, avant de partir au boulot, on va assembler tous ces éléments ensemble dans sa lunchbox. On va agrémenter ça d'un filet d'huile d'olive, un peu de jus de citron, par exemple. On peut même y jeter quelques amandes, quelques pois chiches en plus, pour augmenter la satiété. Et puis, on emporte cette lunchbox avec soi et on est sûr d'avoir un repas sain. Alors, souvent, on me dit, mais est-ce que ça va se conserver, etc. Oui, à un moment donné, lorsque tout ça était au frigo, qu'on sort ça dans une lunchbox bien hermétique en métal et qu'on mange cela 3 ou 4 heures après, il n'y a aucun problème sanitaire. Clairement, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas la manger 2 jours après, quoi. Exactement, tout à fait. Alors, si on mange plutôt pain, sandwich et autres, qu'est-ce qu'on doit absolument éviter pour ceux qui... Parce qu'il y en a aussi qui le font par goût et qui préfèrent avoir un sandwich. Qu'est-ce qu'on évite absolument dans ces cas-là ? Bon, alors si vraiment on est, entre guillemets, contraint de manger un sandwich, déjà on va essayer de choisir un pain avec une farine complète. Et ensuite, ce qui va importer, c'est évidemment ce qu'on va mettre dedans. Parce que comme je vous expliquais, le pain de blé moderne, est un aliment qui va être très vite digéré et très vite faire monter la glycémie, mais on peut tout à fait contrer ce phénomène en y mettant à l'intérieur quelque chose de plutôt sain. Oui. Alors, ça sera quoi ? On va essayer de choisir quelque chose de plutôt protéiné, mais avec, on va dire, les graisses les plus favorables. Donc, on va par exemple essayer de mettre du poulet à l'intérieur. On va mettre énormément de crudités. Mais ce que je recommande également, et ça, je ne sais pas si c'est déjà assez répandu dans les sandwicheries, c'est d'y mettre ce qu'on appelle des tartinades végétales. Alors, Alors, par tartinade végétale, des tapenades, exactement, j'entends des houmous, par exemple, purée de pois chiches, ou alors des caviars d'aubergine, caviar de poivron. Et ça, c'est des choses qu'on peut aussi très facilement faire soi-même pour augmenter sa consommation de légumes et gagner en satiété, parce que je vous assure qu'un pain avec du houmous à l'intérieur et des carottes râpées, ça va beaucoup plus vous caler que le sandwich avec la salade de thon mayo, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Donc on évite les trucs genre avec de la mayonnaise, avec la sauce, mayonnaise, etc. Voilà. Et on essaye de demander un maximum de crudité dans son sandwich. On a justement une auditrice qui réagit. Alors elle parle d'une enseigne qui vend des sandwichs assez connus, qui commence par P. Oui. Elle dit l'avantage, c'est qu'on peut vraiment choisir l'ensemble de ses ingrédients. Mais, nous dit-elle, je suis toujours surprise de la réaction de la vendeuse lorsque je lui demande, vous parliez d'houmous, un sandwich pain gris avec de l'houmous, des crudités et juste un peu de poulet ou autre, par exemple des œufs, de temps en temps je varie, nous dit-elle. Oui. Mais elles réagissent toujours en disant « et pas de sauce ?» Non, elle leur explique qu'effectivement, c'est déjà suffisamment. Alors, oui, tout à fait. Après, on a longtemps banni les sauces, mais il faut savoir qu'une mayonnaise de qualité... Mais faites maison alors, par exemple. Faites maison, oui. Il suffit juste de lire les ingrédients. Une mayonnaise qui est vendue, que ce soit dans un magasin bio ou même en supermarché, on retourne le pot, on lit les ingrédients, puisque c'est quand même la base. Et lorsqu'on voit qu'une mayonnaise est composée d'huile de colza, qui est une huile très chargée en acides gras oméga 3, donc excellente graisse, jaune d'œuf, moutarde, un peu de vinaigre et pas trop d'additifs ou pas du tout d'additifs, mais on peut se dire que ce sont des bonnes graisses. Ce sont des graisses, ces graisses oméga 3, qui ne devraient être consommées que crues, donc dans la mayonnaise, c'est le cas, et qui sont utilisées comme source d'énergie par le corps. Donc je ne dis pas qu'il faut tartiner, mais n'empêche que la mayonnaise, à base d'huile de colza en tout cas, est une petite sauce qui n'est pas si mauvaise que ça. Et si on voit sucre, on laisse tomber, parce que la mayonnaise, il n'y a pas besoin de sucre. c'est sûr. Olivier de Fleubec, je fais un métier lourd. Sur une journée, vous soulevez 2 tonnes, à peu de choses près. Je prends des déjeuners, je mange à l'anglaise, des proportions énormes. C'est presque un repas. Je travaille 13 heures par jour, je mange très fort, je gère mes hommes
et les aide. Et je vais vous dire, je suis svelte. Je mange comme 4, mais à midi, je ne mange presque rien. Un yaourt. Et je mange aussi très fort le soir, nous dit Olivier. Je fais ça depuis grosso modo 40 ans. Je suis en pleine forme et je cours comme un lapin, nous dit-il. Je vous propose de revenir sur ce témoignage en particulier parce qu'on adapte son alimentation à l'exercice qu'on fait dans la journée. Évidemment, Clairement. on va y revenir juste tout à après. fait. Tendance première, Véronique Tiberghien. On parle alimentation saine pendant les périodes de travail et vous pourrez retrouver Myriam Camus et ses conseils puisqu'elle est coach en nutrition. Elle propose des initiations à l'alimentation sur le site greencoachnutrition.com. On va revenir sur le témoignage d'Olivier qui visiblement a un travail qui est hyper physique et qui donc mange beaucoup mais n'a pas de conséquences visibles sur son corps ou même sur sa santé. On adapte évidemment en fonction du travail qu'on fait. Tout à fait, donc on va adapter son apport calorique en fonction du travail qu'on fait, mais il faut aussi savoir une chose, c'est que certaines personnes peuvent perdre du poids en mangeant mieux et pas forcément en mangeant moins. C'est-à-dire que tout dépend de la qualité de ce qu'on mange et non vraiment de la quantité. C'est ça. Si par exemple on se retrouve aux messes de son entreprise avec une énorme assiette de crudités qui fait une petite montagne et je fais un petit clin d'œil à un ami qui mange comme ça à midi Mais c'est ça. sur le lieu de travail, eh bien il mange des quantités énormes, mais il mange des quantités énormes de crudités qu'il va mâcher pendant longtemps et qui vont lui apporter une très grande satiété puisque ces crudités sont chargées en fibres, en eau et évidemment en vitamines, en minéraux, c'est clair. Et donc il mange certainement plus que d'autres qui vont manger juste un peu de frites avec un peu de viande, mais n'empêche que les conséquences sur sa santé, sur sa forme et aussi sur son poids vont pas être les mêmes. Donc en fait, tout dépend de la qualité de ce qu'on mange. Si le monsieur qui était intervenu ici mangeait une alimentation qui était moins qualitative, peut-être que l'effet ne serait pas la même. C'est ça, il se fait peut-être pas non plus un hamburger frit tous les jours. Voilà, tout il à a peut-être fait. une alimentation très variée, même s'il mange de grandes quantités, comme il dit, je mange très fort. Oui. C'est aussi que son corps en a besoin, mais visiblement son corps élimine beaucoup puisqu'il a des charges à porter, c'est Oui, physique. tout à fait. Donc en fait, chaque personne a ce qu'on appelle un métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est le nombre, si vous voulez, de calories qu'on va brûler au repos pour juste faire fonctionner nos fonctions vitales. Certaines personnes qui ont une masse musculaire très importante vont avoir un métabolisme de base qui nécessite de consommer 3 à 4 000 calories par jour. Oui, c'est ça. Alors que d'autres personnes qui ont une masse musculaire moins importante vont avoir besoin pour maintenir leur poids de 1500 calories par jour, par exemple. Et donc, ce monsieur qui a l'air d'avoir un travail assez physique a certainement développé une musculature qui nécessite de l'énergie et qui va faire en sorte que son corps va utiliser ce qu'il mange comme source d'énergie pour faire travailler les muscles. A contrario, je reviens sur le témoignage d'Alain au début, qui est chauffeur de taxi, qui lui est plutôt dans une position sédentaire, statique, dans son travail. Je dis pas qu'il bouge pas, mais beaucoup moins physique qu'on ne pourrait le penser. Mais alors là, du coup, c'est peut-être plus de légèreté dont il a besoin. Alors ça dépend parce que Alain, c'est ça. Oui. Donc si Alain est un grand sportif en dehors de son taxi et que il soulève de la fonte, il fait énormément de sport, etc. et qu'il a une masse musculaire assez développée, il pourrait avoir besoin de la maintenir et donc il pourrait avoir besoin de manger des bonnes protéines, etc. Cela dit, effectivement, lorsque on a un travail plutôt sédentaire de bureau, on va essayer d'avoir une alimentation qui apporte de la satiété. Ce qui va faire en sorte qu'on ne va pas avoir de fringales. C'est ça aussi, parce qu'on a des questions sur l'en-cas. En-cas ou pas en-cas En-cas, clairement. En fait, quand on a faim, il faut manger. Mais pas n'importe quoi. Et pour pas manger n'importe quoi, il faut être prévoyant. Et donc, un super bon cas que je peux conseiller à tous, c'est d'emporter toujours avec soi un petit mélange d'oléagineux, donc de fruits à coque, à savoir amandes, noix de cajou, noix de pécan, noix de macadamia, et j'en passe. Parce que ces noix contiennent d'excellentes graisses, qui sont des graisses insaturées, qui sont une source d'énergie pour le corps. Les graisses, on les a longtemps pourchassées, et pourtant, ces graisses-là sont des graisses qui sont utilisées comme source d'énergie par l'organisme et qui, en plus, vont aider le corps à fonctionner parfaitement. Donc évidemment, on ne va pas les manger seuls. On va d'abord consommer un fruit. Ensuite, quelques noix, amandes et autres. Et pour le goûter, également quelque chose de plutôt sucré, comme une date, du chocolat noir, etc., qui va aider à synthétiser la sérotonine
Oui. Le neurotransmetteur de l'apaisement et du bien-être. Et donc, le goûter idéal, en gros, c'est un peu celui-ci, une banane, des noix de cajou, un morceau de chocolat noir, parce que la banane, les noix de cajou contiennent du tryptophane, qui est un acide aminé, donc un constituant de la chaîne protéique, qui va générer la sérotonine. Et la sérotonine va encore mieux pénétrer dans nos neurones, dans nos cellules, dans notre cerveau, grâce à un petit twist sucré, comme par exemple du chocolat ou une date. Et donc ça, c'est vraiment l'encas idéal qu'on peut emporter avec soi tout le temps, tous les jours, sans avoir besoin d'un frigo. Ce genre de choses. Voilà. On a Abdel qui réagit parce qu'il nous rappelle que c'est effectivement, c'est bientôt le Ramadan. Oui. Et donc, lui, il est déjà en train de préparer son corps pour le Ramadan. Mais du coup, il a des craintes quand même parce qu'à chaque fois, nous dit-il, pendant la période de Ramadan, sur mon lieu de travail, j'ai vraiment d'énormes fringales. Du coup, dès que le soleil est couché, je me lance sur la nourriture. Oui. Je sais que ce n'est pas bon, mais vraiment, c'est instinctif et c'est presque animaline. Oui, alors moi, on m'a souvent posé la question. Et donc, en fait, tout va dépendre de ce petit déjeuner qu'on va consommer très tôt, avant le lever du soleil. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de consommer un petit déjeuner protéiné. Si il tente de manger des œufs avec un pain de seigle, avec de l'avocat, avec quelques crudités, c'est clair qu'il va tenir beaucoup plus longtemps parce que, justement, il va faire grimper sa glycémie de manière stable et prolongée. Et donc, souvent, lorsqu'on consomme un petit déjeuner très sucré, en fait, on va provoquer dans son corps un pic de glycémie. Et donc, ce pic de glycémie va appeler une grande production d'insuline. Le corps va utiliser une partie du sucre pour le fonctionnement et le reste du sucre, qui est en fait toxique pour l'organisme, va être débarrassé par cette insuline, va avoir tendance à se stocker sous forme de graisse corporelle et on va se retrouver en hypoglycémie réactionnelle 1h30 après ce type de petit déjeuner ultra sucré. Ça sert à rien, quoi. Voilà, donc qui dit hypoglycémie réactionnelle dit fringale, envie de se jeter à nouveau sur quelque chose de sucré. Évidemment, tenir toute une journée comme ça, c'est vraiment complexe. Et donc, je conseillerais vraiment aux personnes qui vont démarrer le Ramadan de consommer des protéines, de consommer un petit déjeuner protéiné qui va très peu élever la glycémie et ils verront tout de suite la différence. Pour pouvoir prolonger le plus longtemps possible. Tout à fait, la satiété va être beaucoup plus longue. Alors, je dis pas qu'on n'aura pas hyper faim, une fois qu'on va casser le jeûne, mais on tiendra beaucoup plus longtemps. On a ce dernier témoignage de Serena de Montigny qui nous dit rien de plus simple et rapide que de manger du pain, des fruits frais, des tomates fraîches, avec un morceau de fromage et puis boire de l'eau, nous dit-elle. Et visiblement, tout cela est le moins transformé possible. Et c'est un peu ça, la règle aussi, c'est transformons le moins possible nos aliments, quoi. Clairement, en fait, chacun de nos repas devrait être composé à 50% de fruits ou de légumes. C'est ça. C'est évident. Je veux dire, les fruits et les légumes sont vraiment, ces végétaux nous apportent vraiment tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner parfaitement, nous apportent une grande satiété, surtout s'ils ne sont pas transformés. Alors évidemment, les fruits, le matin, on les consomme entiers. On ne les consomme pas sous forme de jus. Parce que sous forme de jus, qu'est-ce qui va se passer ? On va consommer le sucre de 3 ou 4 oranges sans les fibres. C'est ça. Or, c'est bien les fibres qui viennent ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Un jus d'orange, même fait maison, ne va apporter aucune satiété, mais par contre, il va faire grimper très fort la glycémie. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit jamais consommer un jus de temps en temps, ça fait plaisir, etc. Mais autant savoir qu'il est plus intéressant de consommer le fruit entier. Et pour empêcher une élévation trop importante de la glycémie, si on mange, par exemple, des fruits, une mangue entière, mais c'est toujours accompagner le fruit de quelques noix ou noisettes qui, par leur graisse, vont, si vous voulez, ralentir la montée de la glycémie et donc apporter plus de satiété. C'est vraiment la bonne pratique. Fruits plus noix ou fruits à coque, oléagineux, voilà. Eh ben, on n'aura pas fait le tour de la question, mais je vous renvoie sur le site greencoachnutrition.com. Myriam Camou, merci beaucoup d'être venue nous donner ces quelques conseils. Merci à vous de m'avoir invitée. À bientôt.